12 juin 2025. Et à la formation sur cette instruction, elle est relative à l'évaluation des activités de médecine du travail. Et en deuxième partie, mais surtout la formation sur le rapport type et sur ces supports d'évaluation de la médecine de travail. Donc, je tiens à vous remercier les participants du secteur public et du secteur privé, ainsi que les coordinateurs des 58 wilayas, coordinateurs de médecine de travail. Je vous remercie pour votre engagement et votre disponibilité. L'objectif de cette journée, c'est surtout de permettre aux médecins de travail de maîtriser ces nouveaux outils et surtout d'assurer une application harmonisée sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est très important. On sait très bien que la collecte et l'exploitation systématique des données issues de l'évaluation de la médecine, des activités de la médecine du travail, n'importe quelle activité, permettent d'avoir une vision globale et vision générale, globale, intégrée de la santé au travail dans notre pays. Et on sait très bien que selon les principes de l'OMS, que c'est-à-dire ce qui n'est pas mesuré ne peut être amélioré. Si on ne peut pas avoir des données quantitatives, on ne peut pas gérer efficacement. Donc c'est pour ça la collecte et l'exploitation des données fiables. Je dis fiables, c'est une condition essentielle pour la mise en place d'une stratégie de santé-nutrition. Et pour que cette stratégie soit cohérente et efficace en matière de la santé et sécurité au travail. Donc, votre présence témoigne de l'importance accordée à la santé au travail et surtout l'amélioration continue des pratiques professionnelles au milieu de travail. Donc, je vous souhaite plein de succès dans vos échanges et vos travaux. Et je vous remercie. Et avant de commencer cette formation, j'invite Madame la professeure Diané, la présidente coordinatrice du comité d'experts de médecine de travail, pour le dire un mot avant de lancer cette formation. Et je vous remercie. Merci, Madame Moussaha. Merci de nous avoir permis de travailler, de nous avoir facilité la tâche. C'est vrai que ça faisait un moment. Bonjour, mes chers collègues, donc présents et à distance. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, pour nous, médecins du travail, c'est un grand jour, puisque le bilan d'activité, le rapport type, fait partie des documents obligatoires des médecins du travail. Et donc, la réflexion au sein du comité avait commencé par, au niveau de la direction des milieux spécifiques, quand il y avait la remontée des informations à partir de la collecte des données des bilans d'activité, on se rendait compte que les données étaient hétérogènes. En réalité, même entre nous, médecins du travail, on se le disait, chacun avait une compréhension des différents chapitres. Quand on s'échangeait, on se disait, ah là, j'ai mis ça, ah non, moi j'ai mis ça. L'autre vous dit. Et donc, déjà entre nous, on ne s'accordait pas, c'est pas qu'on ne s'accordait pas. Chacun était dans son coin et chacun avait une compréhension de cette rubrique. Je pense que vous le confiez, je vois au hochement de vos têtes que vous êtes tous d'accord. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire les conséquences de cette compréhension qui est différente d'un médecin du travail à un autre, les conséquences sont beaucoup plus graves que ça, grave si je peux me permettre d'utiliser le mot, parce que des données qui sont hétérogènes, qui ne sont mal recueillies, finalement ne servent à rien. Elles ne resteront que dans un tiroir. Lorsqu'il y a une synthèse et exploitation de tout, au niveau du ministère, de tous les rapports qui sont issus des différentes DST, c'est inexploitable.
Or, pour un décideur, pour une direction, celle des milieux spécifiques, pour qu'elle puisse agir, pour qu'elle puisse apporter des recommandations, apporter des rectifications au programme, améliorer la politique de santé en milieu de travail, il faudrait qu'il y ait des données qui soient fiables et homogènes. Il faut qu'on remonte une information. Nous avions un bilan, c'est un bilan qui remonte à 2001, qui commençait à devenir toujours d'actualité, je ne le critique pas. Mais compte tenu de la numérisation, compte tenu des nouveaux risques, compte tenu du métier du médecin du travail qui est en train d'évoluer, il faut absolument que nos documents aussi évoluent. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu un groupe qui a travaillé sur ce bilan d'activité, a essayé de l'actualiser. Parfait, il n'y a pas de parfait, mais il est déjà beaucoup mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une version qui va être numérisable. Et là, on ne peut pas faire autrement que d'aller vers la numérisation si on veut avoir des données de santé qui puissent être exploitées pour une meilleure politique de santé en milieu de travail. Donc, je ne sais pas, Madame Ousmaha, je pense que vous avez omis de dire qu'il y aura un guide. C'est-à-dire que pour cette année, c'est vrai qu'on a la chance d'être avec vous, mais ça ne sera pas évident de faire à chaque fois des formations comme ça. Puis il y a ceux qui vont partir en retraite, d'autres vont arriver. Il faut qu'il y ait un document pour qu'on puisse uniformiser cette collecte. Donc un document, un guide d'utilisation de ce rapport va être bientôt en ligne. Voilà, et je vous remercie d'être là et je vous souhaite une excellente formation. Bonjour. Donc, on va aborder aujourd'hui, dans le cadre de cette formation, sur le rapport type et les supports d'évaluation de l'activité de médecine du travail. On va commencer par un peu nous rappeler tous de l'objet et les objectifs de l'évaluation des activités en médecine du travail. Aussi présenter les textes, surtout les nouveaux, là, ça veut dire l'arrêté interministériel et l'instruction avec leurs annexes. Présenter les procédures de cheminement. Donc là, il faut que ça soit vraiment clair pour qu'il y ait le respect des délais et tout ça. Présenter les différentes parties du rapport type pour qu'on arrive à harmoniser la façon d'envoyer les données. J'arrive pas à mettre en diapo. En attendant de régler quelques problèmes techniques, on revient. Donc après, on présentera les différentes parties aussi des synthèses. Les synthèses sont les annexes de l'instruction. On commence par les objectifs de l'évaluation des activités de médecine du travail. Bien sûr, les activités de médecine du travail sont essentielles à la promotion de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ça va de soi. Mais comment le fait de, si vous voulez, d'évaluer les activités de médecine du travail, ça peut renforcer la prévention des risques professionnels, ça peut aider à optimiser la gestion de la santé au travail, assurer un suivi précis de l'état de santé des travailleurs et orienter les politiques, surtout publiques, en matière de santé au travail.
Donc, ces textes nous permettront de fixer les mécanismes de collecte des informations émanant des services de médecine du travail, fixer les délais d'acheminement, déterminer la périodicité, fixer des supports de recueil et permettre une mise en œuvre d'une base de données exhaustive. Ça, c'est très important. Et quand on dit exhaustive, ça veut dire toute la couverture sanitaire, qu'elle soit faite par au milieu, c'est-à-dire des entreprises, par le secteur public, par le secteur privé. Tant qu'on est en Algérie, c'est une couverture d'un travailleur algérien et ça vous permettra d'avoir des données exhaustives. Deuxièmement, concernant les textes et leurs annexes, donc comme vous le savez, il y a eu l'arrêté interministériel du 20 Ramadan 1446 correspondant au 20 mars 2025 qui fixe le rapport type du médecin du travail. Donc voici l'annexe, c'est-à-dire le rapport type. Et on a eu aussi l'instruction numéro 19 du 12 juin 2025 qui fixe les modalités d'évaluation des activités de médecine du travail. Avec ces 3 annexes, synthèse annuelle des activités des services de médecine du travail, synthèse annuelle des activités des services de médecine du travail hors service public, et la troisième, ou bien le troisième annexe, c'est synthèse annuelle des activités des services de médecine du travail destinées bien sûr à la DSP. Concernant les procédures de cheminement ou bien surtout les délais, le rapport type du médecin du travail doit être établi chaque année par le médecin du travail. Tout médecin du travail, c'est-à-dire du moment qu'il y a une prise en charge d'une entreprise, quel que soit l'effectif, il faut qu'il y ait un rapport type renseigné, présenté à l'employeur. Au plus tard, à la fin du premier mois. Ça, c'est un changement par rapport à l'ancien texte. C'est pour permettre un peu l'exploitation des données parce qu'il y avait un retard dans l'arrivée des données pour le ministère de la Santé. Donc, quand on dit présenter, c'est vrai, en principe, le médecin du travail demande à voir l'employeur, une séance de travail, une présentation lors de la CPHS. Mais si l'employeur ne donne pas au médecin du travail cette opportunité de bien présenter le rapport type, mais au moins le médecin du travail est disponible. Le fait de lui remettre le rapport type, si vous voulez, sa tâche a été assurée. Mais idéalement, il faut le présenter pour un peu discuter, pour un peu attirer l'attention de l'employeur aux différents problèmes. Concernant les services de médecine du travail des établissements privés, les cabinets de groupe, les structures d'exercice individuel, les services interorganismes, etc. Donc tout ce qu'on peut rassembler, les mutuelles, ils doivent remettre une synthèse, c'est-à-dire c'est l'annexe 1, la synthèse, il faut la remettre à l'EPSP, c'est-à-dire au service de médecine du travail de l'EPSP territorialement compétent, dans un délai bien sûr avant la fin du deuxième mois, la fin du mois de février de l'année suivant l'année de l'évaluation. Les CMS des entreprises nationales, les services de médecine du travail autonomes doivent remettre le rapport type à ce même service de médecine du travail de l'EPSP territorialement compétent. Donc, le service de médecine du travail d'un EPSP territorialement compétent, il aura quoi? Il aura premièrement les rapports types des entreprises qu'il est en train de prendre en charge. Il aura les rapports types des CMS et des services de médecine du travail autonomes qui sont dans sa région. Et en plus, il aura la synthèse, c'est-à-dire l'annexe 1 des services de médecine du travail, des secteurs privés, des mutuelles et tout le reste. Donc, vous voyez bien, et bien sûr, il faut qu'il fasse après, il va filtrer et faire une synthèse. On en reviendra. Donc, après le service de médecine du travail de l'EPSP territorialement compétent, il va remettre une synthèse annuelle annexe 2, bien sûr, à la DSP, à la fin du troisième mois.
qui suit l'année pour laquelle il a été établi. Les autres, c'est-à-dire les services qui n'ont pas remis à l'EPSP, comme les CHU, les EHS, les EH, EPH, et même lui-même, c'est-à-dire le service, on a dit, le service de médecine du travail de l'EPSP, il a son activité, elle sera à part. Il va acheminer à la DSP la synthèse, c'est-à-dire annexe 1. C'est normal, à la fin du deuxième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi. Donc, tous les services de médecine du travail public, un CHU, un EPH, un EHS, l'EH, et même l'EPSP, c'est-à-dire concernant les entreprises qu'il prend en charge par la synthèse des autres entreprises, etc., doivent être synthétisées, bien sûr. Ça sera l'annexe 1, qui sera acheminée à la DSP directement, donc à la fin, au plus tard, à la fin du deuxième mois. Si vous voulez qu'on revienne après à la discussion, il n'y a pas de souci. Donc, la direction de la santé et de la population doit aussi établir une synthèse. Elle sera justement inscrite sur l'annexe 3 au ministère, et elle sera acheminée au ministère de la Santé à la fin du 4e mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi. Donc, si vous voyez bien, le fait de réduire à 1 mois, ça a permis d'acheminer les données au ministère de la Santé à la fin du 4e mois. Donc déjà, c'est tout un trimestre. Donc vous voyez que le respect des délais est très important parce que ça permet d'exploiter au moins ces données avant l'année prochaine. Sinon, ça ne serait pas logique. Concernant la présentation des différentes parties du rapport type, donc voici comment ça se présente. Le nom de l'entreprise, c'est normal. On a dit, quel que soit l'effectif, il sera établi pour chaque entreprise. Donc, le nom de l'entreprise et l'année pour laquelle il a été établi. Ça va de soi. Renseignements concernant l'organisme employeur, c'est-à-dire le nom. Après, il faudra classer bien sûr, l'activité. Avant, il y avait une autre classification. Maintenant, on a la NAA, même avec sa révision. Donc, il faudra l'utiliser. J'avais préparé là, pour vous montrer, bien sûr, on peut télécharger la nomenclature sur Internet. C'est facile. Vous tapez nomenclature algérienne des activités, vous aurez. Après, vous avez le choix entre un fichier PDF, un fichier Excel, et ça vous permet de chercher. Je sais pas comment faire pour revenir à mon dossier. Et j'ai vérifie que c'est partagé entre Sachiban. Non, non. Donc ça veut dire qu'il faudra à chaque fois. Bon. Bon. Donc on a les sections et on a la lettre. Donc il suffit de chercher le nom, l'activité. Mais des fois c'est pas évident. On peut avoir. C'est pour ça que je vous ai préparé le deuxième fichier qui est détaillé. Donc là, je vous enverrai. Je mettrai en commentaire le fichier avec la vidéo. Donc il n'y a pas de problème. Donc là, par exemple, je peux lancer la recherche, je mets CTRL F par exemple, et je mets imprimerie. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est justement une section à part ou bien c'est une activité qui est mise sous une autre section. Donc c'est comme ça qu'on peut trouver. Si je trouve, voilà, j'ai trouvé. Donc là, je glisse et j'essaye de remonter pour savoir finalement ça appartient à quelle section. Bien sûr, voilà, c'est la C. Donc, je mets C sur mon document. C'est bon? Donc là, le fichier aussi, il est disponible sur le site de l'ONS. Donc, quand on a la NAA, on peut avoir le détail.
Donc, je partagerai avec vous la vidéo et le fichier Excel. Alors, faire la présentation. Non, voilà. Donc ça, c'est concernant la nomenclature. Donc, renseignements concernant le service de médecine du travail, bien sûr, on a suivi, l'arrêté respecte ce qui a été déjà cité dans le décret, c'est-à-dire service public, service créé par l'organisme employeur, service interorganisme, service privé ou autre. Donc là, vous pouvez cocher par rapport au service, c'est-à-dire dans lequel exerce le médecin du travail qui est en train d'établir le rapport type. Nom et adresse de l'établissement de santé, nom et adresse du service de santé au milieu de travail. On verra après s'il y a des questions, ça va nous permettre, je pense que c'est après le débat qu'il y aura une harmonisation des réponses. Donc, date de création du service et numéro d'agrément, ça c'est important parce que ça permet un peu de remonter vers les autorisations et tout ça, c'est-à-dire à l'échelle centrale. Téléphone, fax, email. Renseignements concernant le personnel du service de médecine du travail, donc nom, prénom, titre et diplôme et modalités d'exercice, plein temps ou temps partiel. Ici, par rapport au plein temps ou temps partiel, à l'ancien rapport, il y avait quand même une divergence là aussi dans la compréhension. Le fait d'aller à l'entreprise 2 fois par semaine, il y en a qui ont compris que ça veut dire que c'est un temps partiel, alors que non. Du moment que le service reste ouvert et il y a une disponibilité à tous les travailleurs de consulter, donc c'est à temps, il est à plein temps. Et encore, ici, c'est la modalité d'exercice du médecin. C'est-à-dire, est-ce qu'il est, peut-être vacataire durant quelques heures par semaine, ou bien il est recruté à plein temps, donc il est disponible pour toute la semaine. Donc là, ça ne concerne pas la prise en charge de l'entreprise plein temps partiel, mais ça concerne la modalité d'exercice du médecin dans l'établissement où il est. Peut-être c'est un établissement privé, il prend un médecin 2 heures par semaine. Donc là, c'est partiel. Mais si un médecin est recruté à plein temps, donc là, on va préciser que c'est à plein temps. Et bien sûr, il y a toujours les observations. Il faut profiter des observations pour apporter plus de précision. Celui qui fera la synthèse, il va lire l'observation, ça lui permettra de se fixer, de comptabiliser telle ou telle donnée d'une certaine manière. Donc, c'est important d'utiliser les observations. Autre personnel, donc là, on a besoin juste de l'effectif, donc les paramédicaux, psychologues, administratifs, techniques, autres. Là aussi, on a essayé de poser la question, qu'est-ce qu'on mettra dans technique, qu'est-ce qu'on mettra dans autre. Par exemple, agent d'entretien, donc apparemment, il vaut mieux le mettre dans autre. Parce que technique, c'est tout ce qui est technicien, etc. Il faut une technicité dans la réalisation du métier. Après, on verra au débat si certains optent pour d'autres. Mais sinon, c'est ça. Personnel technique, officiellement, ça veut dire les techniciens. Et autres, si vous avez des agents polyvalents, agents de sécurité, etc. La structure médicale, description des locaux, surtout le nombre de bureaux, le nombre de box, peut-être la superficie. Donc, ça reste ouvert. Donc, il faut opter pour les mots-clés, ne pas être dans la rédaction comme ça, mais il faut donner des informations comme ça précises. Équipement d'exploration fonctionnelle, là, il faut viser ce qui fonctionne. C'est-à-dire, s'il y a un appareil qui est en taille, qui n'est pas réparé, tout ça, ça ne sert à rien de le comptabiliser. Donc, il faut viser tout ce qui est équipement fonctionnel. Voilà. Que ce soit pour la métrologie d'ambiance, c'est normal, tout ce qui est luxmètre, sonomètre, etc. Et l'exploration fonctionnelle, donc spiromètre, audiomètre. Concernant les effectifs de travailleurs, donc il n'y a plus l'effectif au 1er janvier, c'est l'effectif de l'entreprise.
pour l'année considérée. Et généralement, je pense qu'il faut le fixer avec l'employeur, ça va de soi. Donc, en concertation avec l'employeur. Il y a certains, comme par exemple des chantiers BTP, il y a vraiment un effectif qui change. Donc, peut-être vous opterez avec l'employeur de prendre une moyenne. Ou bien il va vous donner le max, ou bien le minimum. Donc, il faut le fixer en concertation avec l'employeur parce que, après tout, le rapport type va revenir chez lui. Lui, il sera obligé de l'envoyer à l'inspection du travail, n'oublions pas. Donc, il y aura plein de, si vous voulez, de conséquences de cette précision. Alors, il vaut mieux la fixer avec l'employeur. Il y a des entreprises ils ont signé la convention au milieu de l'année, donc pourquoi fixer l'effectif du mois de janvier? Donc c'est l'effectif que nous avons pris en charge, enfin qui était sous la couverture de notre service. L'effectif, deuxièmement, l'effectif total soumis à une surveillance médicale particulière ou spéciale, et là c'est la réglementation qui fixe ça, donc c'est selon l'article 16 du décret exécutif 93-120, et bien sûr l'arrêté du 9 juin. Donc là, il faut mettre l'effectif, c'est-à-dire le total des travailleurs qui sont soumis à cette surveillance. On verra la suite. Là, c'est le détail. Mais une chose importante, c'est que l'effectif que nous avons noté ici n'est pas la somme. Il va de soi. Parce que on peut être exposé, on peut être concerné par un point et un autre. Donc, pas forcément. On peut avoir des apprentis. En même temps, ces apprentis sont âgés de moins de 18 ans. La même chose, on peut être exposé au risque chimique et en même temps au risque physique. Donc, d'abord, il faut fixer l'effectif qui est soumis à cette surveillance particulière et après, détailler qui est exposé à quoi. Enfin, combien. Surtout les effectifs. Là, donc pour les apprentis, c'est clair. Pour les travailleurs ou bien les stagiaires âgés de moins de 18 ans, c'est clair. Plus de 55 ans. Tout ça, ce sont des renseignements récupérés de la part de l'employeur. C'est lui qui connaît, c'est lui qui nous donne combien il a d'handicapés, combien il a de... Bon, pour les maladies chroniques, c'est nous, c'est le registre. Les femmes enceintes, mères d'un enfant de moins de 2 ans, c'est l'employeur. Il a la traçabilité par rapport au congé de maternité. Le personnel chargé de la restauration, là, ça rejoint en quelque sorte la liste fixée par le décret. Donc, les travailleurs affectés à des postes impliquant une responsabilité particulière en matière de sécurité, par exemple, là, c'est les exemples cités, c'est par exemple conducteur de grue, les postes de sécurité. Donc, on peut les mettre ici. Par rapport aux risques chimiques, risques physiques, biologiques et autres risques, on a dans l'arrêté du 9 juin, c'est classé comme ça. En principe, on suit l'arrêté. Maintenant, si on a un risque qui est très important et on remarque qu'il n'est pas cité, dans l'arrêté, peut-être c'est possible. Donc, à la limite, il faut le préciser dans l'observation. C'est pour rester sur la même longueur d'onde. On suit l'arrêté pour les listes des risques chimiques, physiques, biologiques et même autres. C'est précisé dans l'arrêté. Il y a le paragraphe des autres risques, comme les horaires atypiques, tout ça. Donc, si on veut rajouter, parce qu'on a une certaine exposition et que ce risque, finalement, n'est pas cité dans l'arrêté, on le rajoute. Mais seulement on précise que tant, peut-être j'ai 200 qui sont exposés à un tel ou tel produit, peut-être pharmaceutique, etc., qui n'a pas été cité dans l'arrêté. Les examens médicaux effectués, donc il y a une séparation ici parce que c'est là où c'est important le pourcentage, c'est justement le taux de réalisation des VP surtout. Avant, il y avait même le pourcentage des VE, des visites, des visites d'embauche, des visites de reprise, alors que le plus important, c'est le pourcentage à couverture, c'est-à-dire le taux de réalisation des visites périodiques. C'est pour ça que c'est mis dans un tableau à part. Donc là, on a les visites périodiques annuelles, les visites périodiques particulières ou spéciales. Bien sûr, le nombre, mais le pourcentage, comment on le calcule? Vous vous rappelez là des effectifs qu'on a cités ici. Donc, pour le nombre de VP, ça sera divisé par 7 effectifs, c'est-à-dire le nombre de travailleurs,
Et pour une visite particulière, ça sera divisé par cet effectif. Donc, c'est précisé ici, c'est mis, le pourcentage de visites périodiques annuelles, ou c'est le rapport entre le nombre de visites et l'effectif. Concernant les examens médicaux non périodiques, c'est les visites d'embauche. Donc là, on a besoin uniquement du nombre et il n'y aura pas de pourcentage. Et comme cité dans la réglementation, ce qui est rajouté ici, c'est les visites de reconversion de poste de travail du moment que ça a été cité dans le décret 93-120. Donc là aussi, il arrive, surtout dans certains secteurs, il y a beaucoup de reconversions et il y a des visites. Et bien sûr, si les visites ne sont pas réalisées, c'est l'occasion d'avoir un chiffre, d'avoir comme ça un nombre pour attirer l'attention de l'employeur qu'il faut les orienter à la visite chez le médecin du travail. C'est-à-dire on n'a pas le droit de changer comme ça un poste de manœuvre au poste de ferrailleur sans passer par le médecin du travail. Ça s'appelle une visite de reconversion. Donc, le total des examens médicaux réalisés, ça, là, c'est la somme, c'est normal. Le total des examens réalisés durant l'année considérée est 2, donc on le met, c'est tout. Et bien sûr, s'il y a des observations, on les cite. Les examens complémentaires, donc biochimiques, chemobiologiques, toxicologiques, radiologiques, donc ça a été rassemblé comme ça par catégorie. Donc on met le nombre d'examens réalisés. Certains confrères, souvent quand il s'agit de nombre d'examens réalisés, ils essayent de faire la part des choses entre ce qui a été réalisé à l'extérieur et ce qui a été réalisé au niveau du service. C'est la réalisation par rapport à la prescription. Ici, c'est pour avoir un pourcentage. Combien j'ai prescrit, combien ça a été réalisé. Maintenant, si j'ai un audiomètre et je fais mes audiogrammes sur place, à la limite, si on veut rentabiliser quand même cette activité faite au sein du service, on peut la mettre en observation. C'est pas ici qu'il faut la séparer. C'est pas en mettant réaliser, ça veut dire réaliser chez moi, réaliser dans mon service. Non, réaliser, tout court. Donc voilà, pour avoir un pourcentage de réalisation. Et après, si je veux dire que 200 audiogrammes ont été faits, etc., combien d'audiométrie, combien... Je peux les préciser dans l'observation, c'est pour mettre en valeur, si on veut. Donc, l'aptitude médicale au poste de travail, ça n'a pas changé. C'est est-ce que apte avec réserve, inapte temporaire, définitivement, et à la suite de quelle visite. Pour les accidents de travail, donc là, ça a suivi la classification de la CNAS. C'est un peu pour être en harmonie avec les statistiques de la CNAS. Donc, c'est pour ça, ça a été mis comme ça. Donc, c'est pour un peu faciliter après le tri par rapport aux accidents de travail. Donc, c'est une liste qui a été déjà établie. Après, nombre d'accidents de travail, nombre d'accidents de trajet. Là, il faudra faire attention, c'est que l'accident de trajet, il est déjà un accident de travail. Donc, on ne va pas séparer. Ce n'est pas, si j'ai 20 accidents de travail, je ne vais pas dire j'ai 5 accidents de trajet, donc j'ai 15 accidents de travail. Non, j'ai 20 accidents de travail, donc 5 accidents de trajet. Donc je garderai ici le total, c'est-à-dire le nombre total des accidents de travail, et je fais sortir les accidents de trajet. Ça ne veut pas dire les accidents de travail, c'est uniquement sur les lieux de travail. On ne va pas être en contradiction avec la définition légale de l'accident de travail. Pour les maladies professionnelles, c'est le numéro du tableau, la nature de la maladie. Donc, la nature de la maladie, ce n'est pas l'intitulé du tableau, c'est la maladie, c'est-à-dire la pathologie qui a été réparée. On peut avoir dans le même tableau plusieurs pathologies. Pour le plan, par exemple, on a l'anémie, on a... Donc là, on cite quelle est la pathologie qui a été déclarée, c'est-à-dire dans le cadre de ce tableau-là. Pour la maladie à caractère professionnel, c'est la nature de la maladie et en plus l'agent causal, bien le risque, et bien sûr le poste occupé, en quelque sorte incriminé dans l'apparition de cette pathologie, et avec le nombre.
Les pathologies dépistées, donc aussi classées, nombre, c'est tout. Nombre de travailleurs orientés, ça a été jugé, je pense, nécessaire d'avoir cette information. Finalement, combien de patients ont été orientés pour des avis spécialisés et combien ont été pris en charge. C'est-à-dire, il y a le retour et il y a la prise en charge, il y a l'avis, etc. Voilà. Comme c'était dans l'ancien. Donc, les maladies à déclaration obligatoire. Donc, il y a le décret qui précise le. Okay. Donc, les maladies à déclaration obligatoire, c'est bien sûr, il y a une liste officiellement fixée. D'ailleurs, j'avais même téléchargé, je peux le partager avec vous, le décret. Donc, nombre, observation, bien sûr, la nature de la maladie. Les activités au milieu de travail, non, là, c'est un peu simplifié, je pense que c'est clair, visite sur les des lieux de travail, études de poste, études de métrologie, enquête suite à un accident de travail, maladie professionnelle, maladie à caractère professionnel, enquête pour autres motifs, réunion de la commission paritaire d'hygiène et de sécurité. Donc, c'est important d'avoir l'information par rapport à la participation du médecin de travail aux réunions de CPHS. Les activités d'infirmerie, donc ça a permis aussi de mettre un peu en valeur une activité qui est faite dans les services, c'est la biométrie, en plus des soins généraux, soins pour accident de travail. Bien sûr, si il y a le cabinet sur les lieux de travail, donc ça rejoint l'activité de l'infirmerie de l'entreprise. La vaccination, donc on a la vaccination contre, il y a c'est-à-dire la possibilité au-delà de l'hépatite, la diphtérie, la grippe, autres vaccinations qui ont été jugées recommandées par exemple, et la population cible au cours de l'année considérée. C'est-à-dire, on ne prend pas l'effectif totalement, mais on fait une estimation combien j'ai qui ne sont pas bien vaccinés, donc que je vise, je compte les vacciner durant cette année. Ici, vous avez le nombre de travailleurs vaccinés au cours de l'année considérée, c'est-à-dire vaccinés quel que soit. Ils ont reçu une dose, ils ont reçu 2, ils ont reçu 3, vous voyez. Et bien sûr, le taux de couverture. Ici, le taux de couverture n'est pas le nombre de travailleurs vaccinés au cours de l'année divisé par la population cible. Parce que je peux vacciner une personne une seule dose, il n'est pas considéré comme correctement vacciné. Donc le taux de couverture, c'est être correctement vacciné. Donc là, c'est le taux qu'on a pu atteindre, c'est-à-dire de couverture. Alors que le nombre de travailleurs vaccinés va permettre déjà d'avoir une estimation sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés, que ce soit partiellement ou bien parfaitement, et puis le nombre de doses aussi consommées, tout ça. Donc ça renseigne sur plusieurs aspects. Oui, et puis la vaccination, déjà, il y a des supports d'évaluation détaillés de la vaccination. Donc là, dans le rapport type qui sera remis, n'oublions pas, à l'employeur, est-ce que l'employeur aura besoin de connaître combien de doses, etc. Donc il y aura les formulaires d'évaluation des opérations de vaccination qui seront plus détaillés. C'est pour ça, là, c'est pas... Non, le rapport type, il sera donné à l'employeur. Donc, les activités de formation et de sensibilisation, la nature de l'activité, formation et information sur les risques professionnels, sauvetage, secourisme en milieu de travail, éducation sanitaire, le nombre d'activités, le nombre de travailleurs formés. C'est important, parce qu'on peut former 2 ou 3 travailleurs, comme on peut former 100 travailleurs à la même période, par exemple, campagne. La prise en charge des urgences, là aussi, ça a été détaillé et simplifié en même temps. Oui, non. Est-ce qu'il y a les consignes sur place, c'est-à-dire de soins sur les lieux de l'accident, de relevage, de soins à l'infirmerie, de l'évacuation vers la structure sanitaire concernée? Et puis, est-ce qu'il y a les moyens humains, infirmiers, les secouristes, le médecin de l'entreprise,
Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de subjectivité ici, mais du moment que le médecin juge qu'il y a les moyens, il y a les consignes, donc c'est ça, il peut cocher oui. C'est-à-dire, selon son appréciation, il voit que tout le monde connaît la procédure, comment prendre la victime, comment l'évacuer rapidement. Il y a l'ambulance, il y a l'infirmier qui sont bien formés, etc. Donc là, il peut cocher oui parce qu'il sait qu'il y a vraiment il y a le nécessaire pour la prise en charge des urgences sur le lieu de travail, notamment les accidents du travail. Et enfin, les observations générales. Comme j'ai dit, ce rapport sera transmis à l'employeur. C'est l'occasion. C'est comme si on lui fait un rapport donc, pour détailler, pour recommander, pour demander, alors que cette fois, il est obligé de le soumettre à l'inspecteur de travail, de l'archiver. S'il est en pleine procédure de certification, il est obligé de le montrer aux auditeurs, etc. Donc, c'est un peu un rapport qui a beaucoup de poids. Donc, le médecin du travail peut l'utiliser pour un peu restituer, pour résumer la situation et résumer les recommandations nécessaires que doit apporter ou bien que doit mettre en place cet employeur pour améliorer la santé et la sécurité de ses travailleurs. Donc, c'est l'occasion pour bien synthétiser ici et donner les points de vue. Voilà. Donc, pour le rapport type, c'est bon. Donc, on passe au débat. Il y avait une vidéo. La vidéo, c'est pour la N1. Voilà. Et comme ce n'est pas passé, donc je la mettrai dans les commentaires de Zion. On peut avoir des commentaires? Alors, la parole est à vous. On remercie le professeur Bachar. Merci. Pour votre présentation. Pour conclure les questions et les observations. Oui. Vous êtes d'accord pour conclure C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Parmi l'assistance et sur le chat. Non, le problème de micro, je ne sais pas si vous pouvez rapprocher ou la faire parole. Allez-y. Bonjour. C'est concernant la S'il vous plaît, veuillez vous présenter. Ah oui, c'est donc en fait que touche le PSU de semaine. Voilà. Merci pour votre présentation. Merci. Alors, concernant les accidents de travail, est-ce qu'on comptabilise tous les accidents de travail, c'est-à-dire même qui ne sont pas déclarés par le médecin du travail lui-même? Oui. Oui, bien sûr, il faut récupérer cette donnée de la part de l'employeur parce qu'on peut, si on compte uniquement ce qu'on déclare nous, ce n'est pas une donnée fiable. La remontée de l'information, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui est plus intéressant? Est-ce que la tutelle va avoir une idée sur le nombre d'accidents de travail, la gravité, le type et tout ça, ou bien d'avoir uniquement le nombre d'accidents de travail que moi j'ai déclaré? C'est d'avoir par rapport à l'employeur, par rapport à cette entreprise. Donc, l'employeur est tenu d'avoir le registre de déclaration des accidents de travail. Donc, il suffit de le consulter au niveau de la DRH pour avoir tous les détails des accidents de travail. Merci. C'est pour ça pour ajouter juste une phrase, et c'est pour ça que le registre d'accident de travail est obligatoire pour l'employeur. Oui, pour l'employeur. Pour les médecins. Oui, oui. Parce que tous les accidents de travail ne sont pas déclarés. Oui. Déclarés, nous n'avons pas c'est pour les cliniques dans des concerts en dehors du genre de travail. Et ça sera parce que elle décide de récolter. On peut mettre sur le tableau les accidents que nous avons reçus et en observation, voilà le nombre d'accidents de travail qui a été déclaré au sein par l'employeur. C'est déclaré au registre d'accidents de travail de l'employeur. Le retour d'information. Parce que tous les accidents de travail ne sont pas déclarés. Les urgences et tout, ils sont donc les accidents de travail graves et tout, ils ne sont pas consultés aux urgences. Donc, on doit recevoir après la victime dans le cadre de la visite de reprise d'accident de travail, comme on peut ne pas le recevoir. Donc, mais à notre niveau, étant donné qu'il s'agit d'un rapport type du médecin de travail, on veut déclarer tous les accidents de travail que nous avons recensés, qui nous ont été déclarés, et mettre en observation le nombre réel d'accidents de travail qui a été déclaré par l'employeur. C'est l'inverse, le problème. C'est l'inverse. Parce qu'il y a la classification de la CNAS.
Donc, il vaut mieux avoir le détail de tous les accidents déclarés. On peut dire dans une observation combien ont été déclarés par le médecin de travail lui-même pour un peu renseigner sur l'activité. Sinon, tu n'auras pas le détail des accidents pour remonter. Donc, oui. On n'aura pas des informations des entreprises à temps. Donc, il y a un répondant de l'entreprise de nous donner les noms d'accidents. Mais comme vous le voyez, donc, il y a des petites entreprises, on n'aura pas le long texte. Mais on a pourquoi toute la vie pour décocher nos informations, d'autant plus que oui, même si à la fin. Donc il suffit d'aller voir, jeter un œil sur le registre. De l'entreprise. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème. J'appelle le DRH, je lui dis, dites-moi, des fois, il prend photo le registre, il m'envoie le détail de ce qui est écrit sur le registre par rapport aux accidents et on fait la synthèse. Mais le cheminement, c'est le ministère de la Santé. Donc, en quelque sorte, chacun a sa vision de l'information. Oui. Excusez-moi, c'est toujours ça de l'UPSP de Boussole. Justement, par rapport au registre obligatoire de l'employeur par rapport aux accidents de travail, on n'aura pas le détail. C'est-à-dire que lui, il faut que le registre, il écrit juste l'entraînant, quand est-ce qu'il a eu l'accident de travail, et s'il y a avec le travail, le détail. Et il met structure, il met... Oui, mais l'employeur lui-même, parfois il ne met pas, il met juste la date. C'est vrai que l'accident de travail, c'est un renseignement, parce qu'en principe, le service, quand j'ai vu les influenceuses, ils mettent en détail. Ils ne savent pas, c'est des administrateurs qui ne savent pas. Ils ne connaissent pas c'est quoi une fracture, c'est quoi une hématome, c'est pas tout le monde qui connaît. Et donc, ils ne vont pas prendre le certificat et ils mettent ça aux urgences qu'il a mis dans le certificat. Ce qui importe, c'est la date de l'accident de travail. Est-ce qu'il y a eu arrêt de travail ou pas? C'est-à-dire que ce détail, comme a dit le docteur Malia, ce détail-là, on ne peut l'avoir que lorsqu'il se rapproche chez nous. C'est-à-dire qu'il déclare l'accident de travail. Donc, moi, je rejoins beaucoup. Et on est censé le voir en visite de reprise après accident de travail. Donc, l'information est censée être chez nous. Il y a la visite de reprise après accident de travail. Donc, quand il a été victime d'un accident de travail, je ne l'ai pas vu sur le coup, je ne l'ai pas déclaré, mais je l'ai vu en visite de reprise. Donc, en principe, j'ai le détail de la lésion, quel type de fracture. Oui, mais dans les registres, on peut avoir ce détail. On doit avoir ces détails. Et je veux dire, d'une certaine manière, que ce soit de la part de l'employeur ou bien de la part de nos dossiers, en principe, on aura l'information. Combien d'accidents de travail par type? Oui, mais c'est le détail, c'est par rapport au tableau. C'est ce qu'il a eu comme accident de travail, on était plus récemment. Ah, d'accord. On n'aura jamais l'information à 100%. Parce que parfois, l'accident de travail est déclaré par l'employeur sans qu'on le sache. Pour 2-3 jours, c'est-à-dire que c'est une information qui part de l'entreprise, pas nécessairement des urgences. C'est-à-dire l'employeur, il est tombé, il s'est fait mal, on l'a envoyé aux urgences, il revient, on n'en parle plus. Donc on n'aura jamais l'information. Surtout qu'il ne se présente même pas parfois la déclaration, où là l'employeur ne le déclare pas, c'est-à-dire note les incidents, les petits accidents, etc. Oui, ce n'est pas déclaré, c'est bon. Il ne déclare pas nécessairement. Mais ça ne reste pas vrai que c'est un accident du travail, qu'on le veut ou pas. Je pense que ça nous renvoie vers une autre question, la professeure Jacqueline. Est-ce qu'on déclare que les accidents ou bien les accidents de travail correctement déclarés? On parle d'information, pas d'accident, pas d'information. Est-ce qu'on a accès à l'information totale? Non. Pour jamais l'information. On n'a pas ça, et c'est pas notre facture. Mais les réponses non pas.
Si les entreprises bénéficient d'un service d'hygiène et sécurité, là, Oui, c'est ça. mais s'il n'y a pas, comme à l'hôpital, il n'y a pas de service d'hygiène et sécurité. Donc, c'est à nous d'aller chercher l'information par contre. Donc, en conclusion, du moment, on essaye d'avoir le maximum d'informations et on déclare, on classe selon la classification. Et oui, enfin, je ne sais pas qui a levé la main. Désolée. Avant. Alors, c'est dans le contexte de j'ai une question concernant le renseignement, concernant le service de type de travail. La partie concerne le nom et l'adresse de l'établissement. Au niveau de l'entreprise, de la société, lorsqu'on a plusieurs sièges de centre médical, est-ce qu'on doit les déclarer, on doit déclarer le siège? Si oui, parce que généralement, lorsqu'on est le TSP territorialement correspondant est différent, donc C'est la DSP, le TSP, on doit faire. Oui, j'ai compris. Ça veut dire que vous avez plusieurs sièges, plusieurs points de consultation, et après, chaque siège remet à l'EPSP, territorialement compétent. Normalement, Où est-ce que vous remettez le rapport type? C'est sur central. Le rapport type, qui le fait? C'est le service central, centre médical central. Donc, c'est l'adresse de ce service central. Non, Voilà, celui qui établit le rapport type, c'est lui qui l'achemine, donc il met son adresse. ça a des données biaisées par rapport à, je vais vous dire, Oui. le directeur de la médecine, par exemple. Là, maintenant, par exemple, vous allez savoir dans le médecine de travail, après 3 et à l'aéroport. Donc, je dépends de. J'ai un autre centre à Cuba qui est important. Il dépend d'Alger. Il dépend pas de Cuba, il dépend pas de. Il dépend de PSP de. donc, Là, il y aura deux. Ah, donc vous remettez deux rapports. Normalement, pour que le PSP. Chaque PSP territorialement compétent doit recevoir le rapport de CMS, service de médecine de travail. Parce qu'il y aura un fichier, le PSP par exemple, Stéphane Delgana, il a des services de médecine du travail sur le territoire, le PSP trouva également. Donc chacun doit recevoir la partie qui le concerne, qui sera faite sur chaque PSP territorialement compétent. Si vous envoyez votre bilan Cuba vers le PSP de Ghana, on ne peut pas avoir par rapport Cuba ne va pas recevoir la partie. Donc chaque service de médecine du travail doit transmettre son rapport à l'EPSP territorialement compétent. Après, il y aura une synthèse à l'échelle de l'IVAL. Le PSP font partie de l'EPSP pour Stéphane Delgana. Cuba, ça dépend d'un autre PSP. Et si vous voulez faire une synthèse pour l'entreprise, ça c'est votre choix. Il faut présenter le bilan au directeur général du PDG, donc ça c'est autre chose. Des questions. Ah, non, les questions, oui. Ça c'est oui. On a un problème, mais pour Madame Bousmahan. La question. C'est ce qu'on lui a donné. La question, vous la reposez. Sinon, voilà, celui qui veut poser une question, il vient. Comme ça, les autres qui sont en ligne, ils vont entendre la question. S'il vous plaît, chacun qui a une question, là, il doit se présenter là pour qu'on puisse. C'est agréable, là. Mais il concerne les commentaires et les alors, il y a une question concernant l'effectif des travailleurs. Alors, je me présente, c'est Dr Madour, EPSP, chef service EPSP. C'est Dr Madour, chef service EPSP Babelouette.
Je voulais juste poser une question par rapport à la rubrique examens médicaux effectués. C'est-à-dire, vous avez détaillé les visites périodiques annuelles et les visites particulières ou spéciales. Concernant les visites de remise des bilans, c'est-à-dire quand on fait une VP, il y a la remise c'est la visite de contrôle. On va la mettre où? C'est-à-dire, est-ce que il n'y a pas... C'est-à-dire, elle n'est Ça pas... a toujours été comptabilisé avec la visite, c'est la suite de l'entreprise. Avant, on l'a comptabilisé comme DS. Maintenant, il n'y a pas de DS dans les rubriques. C'est-à-dire, on de l'employeur. c'est-à-dire, on la met dans la à la demande de l'employeur. C'est ça. Les travailleurs. D'accord. C'est tout. Merci. Docteur Wadi, il y a des questions. S'il y a des questions, Comment sur les questions sur l'écran? concernant l'effectif des travailleurs, des fois c'est difficile à estimer, le nombre de visites d'embauche et de nouveaux travailleurs est imprévisible. Donc, Oui, c'est pour ça qu'on a dit en concertation avec l'employeur, on fixe un effectif de l'entreprise. Et c'est bon, sur la base duquel on calcule notre taux de réalisation. la visite d'embauche, On prend une question dans la salle. alors vous ne voulez pas venir vous rapprocher. Non, parce qu'on vous entend mal. Oui, pour faire bénéficier de collègues. Bonjour mes chers collègues. Moi, je voudrais vous poser la question concernant les examens complémentaires. En matière de médecine du travail, on fait le débat. Nous avons des examens complémentaires lors du BP, lors du dépistage qu'on fait, les FOTI, les dosages des PSA. Où est-ce qu'on va les mettre exactement? On va juger. J'aimerais bien revenir sur la partie. Vous pouvez mettre en observation. Vous pouvez mettre en observation. Mettre le nombre total et après dire que Mais de dépistage. c'est par rapport à la classe de type. Voilà. Hémato, biochimie, tout ça, c'est ça. Moi, je m'en vais. Elle cherche la visée, c'est-à-dire l'objectif de l'examen. Est-ce que c'était curatif ou bien préventif? Mais c'est pas précisé. Ils ont enlevé. Oui, mais elle voudrait bien donner cette précision. L'observation. Non, c'est pas l'observation. Mais il faut les comptabiliser tous. Oui, je vais les comptabiliser, mais moi, ce que je vais les placer, parce que c'est l'observation et le dépistage. Et donc, il faut préciser en observation que, par exemple, le temps du temps. Pardon, excusez-moi, la mammographie, par exemple, la radiologie, quand Elle est radiologique. Elle est radiologique. Elle est radiologique. Je vais la comptabiliser. Oui, il faut la comptabiliser. Avec les examens complémentaires. Oui, Mais en même temps, en précision, en observation, vous pouvez dire que plusieurs examens, dont sang, mammographie, etc., ont été demandés dans le cadre du dépistage, pas dans le cadre de la décision de la cité. Pour avoir la précision. Merci, je vous remercie. Dans l'ancien bilan, il y avait cette séparation. Non, oui, c'est pour diminuer. C'est pour un peu réduire, c'est pour alléger. C'était pas. Dans l'ancien bilan, il y a des petits examens. Les examens sont faits pour les explorations. Oui. Elles sont pas citées. Il y en a qui les placent dans leur radiologique avec les téléthorax, avec le chute des Maintenant, c'est parti. ailes. Si on veut préciser l'objectif de la prescription, on peut le faire en observation. C'est bon. Pour l'effectif, j'ai une remarque tout à l'heure pour l'effectif. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? L'effectif, c'est au 1er janvier parce qu'elle a dit que c'est difficile de relever. Le bilan étant fait en fin d'année. Question en micro. L'effectif, oui, là, c'est pas question, c'est le précis. Oui, mais. Il a pas ça, il n'y a pas de souci. Ce qui concerne l'effectif, on demande l'effectif comme c'était sur l'ancien rapport au 1er janvier de l'année d'exercice. Après le bilan, on le fait en fin d'année. Donc on a tout le temps pour que l'employeur nous donne à la fin de l'année l'effectif des embauches qu'on va ajouter et de nous donner l'effectif des retraités qu'on va enlever. Et donc on a réellement l'effectif de l'année d'exercice. Mais ça, Au 31.
Mais c'est pas vraiment juste, parce que là, alors, admettons que les retraités, ils font au fin d'année. On va les c'est-à-dire qu'on va les supprimer. Oui. Alors qu'ils étaient pris en charge déjà au début. Oui, c'est pour l'année d'après. Si vous les avez pris en charge, vous les laissez dans votre effectif. Et vous rajoutez les embauches de l'année. Non. C'est ce que je voulais dire. Admettons, il y a 100 travailleurs. On a fait la visite médicale pour les 100. D'accord? On a fait la visite médicale pour les 100 avec leur bilan et tout, l'aptitude a été déclarée et tout. Et en fin d'année, il y a eu 20 qui sont partis. On ne les enlève pas si on leur fait leur visite. Ils étaient là, ils ont fait toute l'année. Ils ont fait On rajoute les embauches et on est au bon effectif de notre année. Il faut pas passer à des questions. On passe le temps. Alors, est-ce qu'on doit remettre un rapport? Sur l'effectif des entreprises conventionnées, c'est-à-dire si on a 100 entreprises, donc sur 10 000, ou l'effectif des travailleurs programmés. Parce qu'il y a des services où on ne peut pas programmer sur toute l'année la totalité des travailleurs. Une deuxième question. On n'est pas dans la synthèse, on est dans le reporting. Un rapport, une entreprise. Un effectif, une entreprise. Je ne peux pas en entamer les synthèses. Si tu as plusieurs entreprises, on est dans une entreprise. Un rapport, une entreprise. Juste une deuxième question, M. Sur l'estimation de la population cible. Comment on estime? Par rapport à la vaccination. La vaccination, oui. Si vous connaissez déjà l'entreprise, si vous avez l'effectif qui est déjà vacciné, vous allez soustraire l'effectif qui n'a pas été vacciné. Et c'est la population cible. En principe, c'est par rapport à la population cible. Si on connaît notre entreprise, on la prenait déjà en charge, on connaît la population qu'on a déjà vaccinée. Et cette population déjà vaccinée, donc on la soustrait de la population ciblée pour l'année en cours et on aura une autre population cible. N'est-ce pas? Voilà. C'est ça qui est raison. C'est la dernière. La dernière, me concernant. Parfois, l'effectif est très important. La question a été posée pour les gens qui sont en Zoom, pour éviter les répétitions. Donc peut-être que c'est une question qui a été posée déjà. Quand on a un effectif très important et que, au fait, on les prend avec l'année, mais ils chevauchent avec l'année d'après. C'est-à-dire que, par exemple, on a 200, on a fait passer en mois de décembre, et on se retrouve jusqu'à décembre, par exemple, 2025, et on se retrouve en février jusqu'à mars 2026, le calcul, comment il se faisait? On prend uniquement sur le total, c'est-à-dire qu'on fait le pourcentage. C'est ce qu'on fait. Voilà, c'est-à-dire que le REN, il se fait. Parce que les entreprises, mais parfois, même par rapport au cadre d'hygiène et sécurité médecine du travail, lorsqu'on le consigne, on fait par année. Mais on il faut on a ce petit problème avec les emplois. Voilà, est-ce que tu as activité 2024 ou l'activité 2025? On a toujours ce problème. Après, c'est par rapport à la comptabilité, par rapport au paiement, par rapport. On a toujours ce problème. Et si vous programmez les entreprises, vous ne pouvez pas ni les rapports, par exemple, on a considère. C'est un effectif très important. Il faut la laisser.